Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Alors j'ai profité de ce petit festival qui a lieu ce week-end à Livaro, dans un cadre magnifique. Nous sommes au manoir de Lille, festival de la merveille et des mystères, où cet après-midi nous allons avoir l'intervention de deux personnes que vous connaissez bien parce qu'ils sont déjà intervenus sur Horus, Éric Le Saint et Mathieu Lavaux, que j'ai le plaisir de voir en chair et en os, hein, pour leur poser des petites questions. Voilà. On n'a rien préparé, c'est de l'intro. Hein. En live, voilà. Donc on vient de voir une très belle conférence de CJ, oui. Qui nous parlait de ses découvertes sur la géométrie sacrée sur la France. Et comme j'en parlais avec Idriss dans ma dernière vidéo, la France est vraiment le lieu où tout se joue, j'ai bien l'impression. Pour les gens comme nous, voilà, hein. Je pense qu'il y a une spiritualité. Exactement. Alors même si tous les deux vous partez dans d'autres contrées, sur d'autres terrains, hein, l'Égypte pour toi Mathieu et toi on est sur la terre entière. Mais on revient toujours sur la France. Mais c'est ce qui est toujours, voilà, c'est ce qui est intriguant, c'est qu'on revient toujours sur la France. Alors voilà, moi je voulais vous poser des petites questions. Vous avez, c'est un petit peu en lien avec ce que CJ nous a présenté tout à l'heure. Lorsqu'on travaille sur la géométrie sacrée, on se rend compte que les sites en France sont tous alignés de manière à nous faire ressortir pas mal de choses par rapport à cette géométrie sacrée. Alors moi c'est toujours la question qu'on va se poser, mais à l'époque, lorsque tous ces lieux, tous ces monuments, tous ces villages et ces grandes villes principales de France ont été implantés, ils n'avaient pas Google Earth. Ça c'est sûr. Hein, alors c'était certes de très bons arpenteurs, mais lorsqu'on travaille, comme nous faisait voir tout à l'heure CJ, sur des distances de 666 km, comment selon vous tous ces éléments se sont mis en place? Parce qu'en plus ça s'est fait sur plusieurs siècles. Oui, c'est ça, c'est dans une continuité temporelle que les choses se sont mises en place. Donc à un moment donné, c'est difficile de dire ils ont planifié ça à tel moment, quoi. Exactement. Et puis c'est sur des échelles qui sont tellement grandes. Enfin, déjà à l'échelle de la France, ça reste encore restreint, mais quand on commence à aller sur des centaines de kilomètres, encore plus loin, donc là on se dit, ça commence à être compliqué à imaginer. Donc sur des micro-lieux, assez proches, on peut penser que peut-être, oui, il y a une intervention humaine, on va dire consciente. Mais pour moi, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise là-dessus et de se dire que ça devient plus inconscient. C'est-à-dire que l'homme a été guidé à un moment donné pour installer quelque chose à cet endroit-là, que ce soit un dolmen, un menhir, une église, un lieu sacré. Et puis ça va au-delà, puisque c'est aussi dans le langage. Oui. Les noms de lieux. Donc il a fallu aussi s'implanter à tel endroit. Il a fallu nommer ce lieu-là. Et le langage a aussi évolué avec le temps. Donc, et aujourd'hui ça nous parle. Donc toute cette intemporalité finalement, et pour moi pour résumer, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Ouais. Ça a été guidé. Ce qu'on appelle l'inspiration. Voilà. Une sorte d'inspiration. Comme qu'on fait une chanson de musique, c'est pareil. Oui, c'est ça, où on écrit un roman, ça arrive, ça nous arrive comme ça, d'où vient cette inspiration? On essaie d'écrire une chanson, il n'y a rien, et puis 3 minutes après, on est dans une exposition. Et ça arrive, voilà, c'est fluide, c'est ça qui est bien, c'est fluide. Et quand tu fais tes recherches, toi, Eric, c'est un petit peu comme ça que ça t'arrive? C'est fluide, c'est un peu l'écriture automatique. Tu sais où aller cliquer? Je cherche même plus. Ouais. Alors au début on s'émerveille, puis après on a l'habitude. Voilà. Ça devient banal. On sait que ça va marcher, je sais pas pourquoi. Comme tu dis, au début on s'émerveille, les premières découvertes que tu fais quand tu vois que pleures à 3 h du matin, tu sautes de joie, tu danses. Tu dors plus de la nuit. T'appelles le copain. Regarde ce que j'ai trouvé. Attends, il est 3 h du matin. Non, on s'émerveille toujours. On s'est souvent appelé. Il y a une forme de banalisation parce que quand ça fait des années qu'on travaille là-dessus, effectivement il y a une habitude, mais on n'est jamais blasé. C'est ce qui permet de poursuivre ses recherches, parce qu'à un moment si tu es blasé... Bon, ce qui est important pour nous, quand on retrouve les choses, c'est de donner de la cohérence à tout ça. Ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas de cohérence, faire des aliments, on peut tous en faire, mais il faut une cohérence. Donc les noms des villages, la toponymie, c'est vrai que ça donne déjà une cohérence.
Et donc Mathieu comme moi, on se bat pour trouver de la cohérence à tout ça. Pour pouvoir après le présenter à un public. Donc, moi, ma cohérence, c'est Platon, qui me parle des 4 éléments. J'ai envie de prouver que Platon avait peut-être raison en disant que la Terre était faite des 4 éléments mélangés à 4 parts égales. C'est ce que je vais faire cet après-midi en expliquant cet écrit de Platon avec la roche chauffée. Ça paraît un peu fou comme ça, mais je vais expliquer que la roche chauffée va permettre de valider le timé de Platon. Oui, pour toi, la roche chauffée, c'est un lieu essentiel dans tes recherches, quoi. Alors, pas par sa construction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point d'acupuncture qui est sur Terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la construction qu'il y a, que ce soit une pyramide ou un dolmen. Je m'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a mis des éléments sur des points assez particuliers, énergétiques ou pas. Voilà, ça c'est chacun fait sa propre enquête. Mais ce qui m'intéresse, c'est que géométriquement, sans même parler de géométrie sacrée, géométriquement, on voit que c'est une toile d'araignée, que tout est lié et qu'il y a un centre. Et pour moi, le centre, c'est cette roche chauffée. D'accord. Centre du monde. Le centre du monde, voilà. On n'est pas chauvin. Et on revient toujours à la France. Et c'est vrai que, comme j'en parlais avec Idriss dans ma dernière vidéo, la France est très importante dans tout ça. On vient encore de le voir avec CJ. Alors, justement, bon, ça vient de l'inconscient, mais est-ce que vous ne pensez pas que, justement, toutes ces choses ont été implantées au fil des siècles pour qu'un jour, ça nous parle aujourd'hui? Parce que nous, on va être capable, avec nos outils modernes, de pouvoir déceler ça. Alors qu'il y a encore une centaine d'années, le pauvre chercheur qui se lançait dans ce type de recherche, il fallait qu'il travaille avec une carte, un double décimètre, des compas, c'était compliqué. C'est du Mercator. C'est du aplat. En plus, c'est du aplat, voilà. Toi, tu travailles avec, en prenant en compte... Parce que la Terre est ronde. Non, Je cherche on est alternatif, mais on pense que la Terre est ronde. D'accord. On pense encore qu'elle est ronde. D'accord. À peu près. Légèrement aplatie sur l'épaule, mais à peine. Je vais revoir mes... Mais ouais, pour revenir à ta première question et enchaîner, on parle donc des hommes qui ont installé tous ces lieux, mais en même temps, moi ça m'a ramené dans les étoiles. Oui. Le lien avec les pyramides d'Égypte, en référence avec les étoiles. Et quand on découvre après la géométrie qu'il y a aussi dans les étoiles, notamment ces étoiles qui ont servi de référence aux pyramides, donc Orion, Sirius. Et quand on voit cette géométrie incroyable qui vient, qui revient à peu près à la même chose que ce qu'on va trouver au sol, à un moment donné, on se dit, là, c'est même plus humain, quoi. Oui. Donc ça avale dans le sens de se dire, il y a... c'est autre chose qui guide tout ça. Mais qui nous laisse finalement un message. Parce que aussi bien dans les étoiles que sur Terre. Et quand on voit l'harmonie et tous ces liens qui se font, que tout est lié, que tout est dans une harmonie géométrique, le message quelque part déjà il est là. De sentir qu'il y a cette harmonie qui régit tout ça, quoi. Comme ce qui est écrit sur les tables d'émeraude, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Exactement. Et vice-versa. Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Et il y a plusieurs lectures. On a chacun notre lecture. C'est ça qui est intéressant. Et pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est une puissance ou c'est voulu? Par exemple, on prend ce qui est assez génial, c'est que sur la place de la Concorde, on a mis un obélisque, on peut dire maçonnique sans doute. Et George Washington a voulu mettre un obélisque devant la Maison Blanche. Et comme par hasard, on a 6180 km entre les deux, c'est l'inverse du nombre d'or. Est-ce que George Washington savait qu'il mettait son obélisque à 6180 km de celui de Paris? Bien sûr que non. Parce que pour arpenter sur les terres, pas encore, mais lorsqu'on est dans l'océan... Surtout à marée haute. Surtout à marée haute, ça va tout c'est plus compliqué. Voilà. Et voilà, des exemples comme ça, on en a des tonnes. Et si on prend par exemple la grotte de Lourdes, qui est à 666 km de la pyramide du Louvre, qui est assez particulière, et il y a une autre pyramide particulière c'est la pyramide des Rothschild à la Cour suprême d'Israël. Et entre la grotte de Lourdes et la pyramide du Louvre, il y a 666 km. Et entre la pyramide des Rothschild, la Cour suprême et la grotte de Lourdes, aller-retour, on a 6666. On m'en fout, personne n'a prévu ça. Et on a quand même une grotte chrétienne qui est à 666 de pyramides maçonniques.
On sait que la franc-maçonnerie avait envie de mettre une religion universelle, donc lutter contre la religion catholique. Et on a ces liens qui restent quand même. Et la franc-maçonnerie est très liée à l'Égypte. Voilà. Donc, oui. On retrouve encore ce lien aussi avec la pyramide. Comme parce que derrière ce message-là, pour moi, c'est aussi le message de la pyramide. Il est inscrit aussi dans la pyramide, puisqu'on va retrouver en même temps toutes les données astronomiques liées à la Terre, la Lune, le Soleil, comme Eric y trouve aussi tous ces liens. Donc c'est déjà inscrit là-dedans, comme dans un ordinateur de pierre, mais c'est du concentré. C'est un disque dur. Hein. Ouais, c'est un disque dur, très dur. Exactement, ouais. Et après, ce qu'on voit en aplat sur la France et sur le monde, ben, voilà, c'est un prolongement finalement de tout ce qui est inscrit dans la pyramide. Et, sous Mitterrand, on sait que le président de l'époque avait un lien très fort avec l'Égypte. Et lui aussi a perduré ce code dans les monuments, parce qu'il il est quand même l'auteur, le commanditaire de la pyramide du Louvre, l'Arche de la Défense. Et il a fini avec ça, puisqu'il est parti en Égypte avant de mourir. Et il est tombé malade à Karnak. Et là, donc, il a arrêté son voyage à Karnak pour aller être enterré à Jarnac. Donc c'est assez fou. Ouais. Deux chiffres miroirs. Et de mémoire, entre Karnak et Jarnac, il y a 3663 km, donc un chiffre miroir, 3663 qui donne le 666. Alors lui peut-être l'a fait intentionnellement. Non, c'était toujours dans l'inconscient. C'est là qu'on peut avoir un doute. Il savait qu'il y avait 3663 km entre Karnak et Jarnac. Peut-être. On avait déjà les moyens à l'époque de mesurer ces distances, mais c'est vrai que tu as autre chose à penser quand tu vas mourir que de sortir Google. C'est sûr. On peut dire qu'il y a encore un petit bénéfice du doute, mais en tout cas qu'il y ait ce lien entre Karnak et Jarnac, indépendamment du kilométrage, je pense que oui, pour lui, il y avait quelque chose. Et donc entre Jarnac et Karnak en France, il y a l'angle de pi. Ou la distance. Il y a un rapport entre pi, entre Karnak et Jarnac. Ouais, donc et toi par rapport au message. Au message. Alors, tu nous as fait tu as fait il y a déjà pas mal d'années une vidéo sur le message des pyramides. Le message, si je veux vraiment simplifier, là je vais prendre ce que nous dit la primosophie. Donc cette guématrie où on remplace les lettres par les nombres premiers. Et donc l'ensemble du mot va totaliser un nombre. Et pour moi la grande pyramide, parce que déjà là-dedans il y a tout c'est amour, donc ça totalise 422, c'est amour 211 plus sagesse 211. Donc déjà il y a ça. Et c'est aussi Isis plus Osiris. Et donc c'est le masculin, alors c'est deux nombres différents, mais le total c'est 422. Donc c'est le principe masculin et c'est le principe féminin. Et la France, pour moi, elle porte ce message-là d'associer justement ce masculin, ce féminin, d'aller remettre ça dans notre centralité. On parlait de centre, donc pour Eric c'est la Rochauffée, moi c'est sur l'axe de Paris, qui est l'ancien zéro, le point de repère sur le globe terrestre, avant que ce soit sur Greenwich. Et sur le centre, dans ce point central, d'un cercle qui englobe la France, on est sur un petit hameau qui s'appelle l'Équerre. Et donc, c'est là, c'est comme sur cet axe-là, vertical, on va remettre quelque chose au centre. Et qu'est-ce qu'on va remettre au centre? On va remettre du 1. Et parce que ça m'est donné par un autre petit triangle de l'Équerre, de 3 villages qui s'appellent l'Équerre, qui font un petit triangle qui fait 11,1 km, donc 1, et qui pointe à 111 km vers ce point central de l'Équerre au centre. Donc je vais remettre le 1, même 3 fois, au centre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le message, un des messages clés, et le 1 au centre de quoi? De ce qui constitue notre dualité finalement. Et le mot dualité, c'est comme Lucifer, c'est le même nombre, c'est 201. Et si on met 1 au centre, on a 211. Amour. On avait dans amour 211 plus sagesse, et c'est sagesse aussi, 211. Voilà, et qui nous donne la grande pyramide. Enfin voilà, tout est lié. Tout est lié. Et comme il y a 3, 1, le troisième va nous donner le 231. On va mettre le 3 au centre. 231, c'est le mot lumière.
donc on va venir éclairer le chemin. Donc c'est vraiment ce travail de recentrage et d'alignement, à tel point que, toujours par la primosophie, pour moi la clé elle est là, le mot pyramide c'est le même nombre, 264, que alignement et recentrage. D'accord. Et c'est aussi la présence, c'est ici et maintenant, et c'est aussi le Christ. Et ça c'est la dimension christique que porte la France aussi. Oui, voilà, il y a ce tel lien avec la pyramide, parce qu'on en trouve un peu de partout. On est d'accord, voilà. Il y a une dimension christique, au sens pas forcément religieux, hein, mais c'est-à-dire cette verticalité qu'on doit recréer en nous. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en Égypte, bon, on a cet ordinateur de pierre qui est la pyramide, mais il y a aussi toute cette mythologie Isis, Osiris, Horus. Et moi j'ai l'impression on a reproduit la même chose en France, mais avec le... On a arrêté du testament. Et on a fait un petit peu du copier-coller avec cette mythologie égyptienne, avec, maintenant je dirais c'est une mythologie chrétienne. C'est ça. C'est un prolongement en fait d'une tradition beaucoup plus ancienne. Qu'on retrouve dans Sumer avant. Qu'on retrouve aussi dans Sumer. À tel point que cet axe central, le point de repère, c'est l'observatoire de Paris, le 0. Donc Paris, Parisis. On fait ce lien-là aussi. Et la déesse Isis, qui elle-même est liée à l'étoile Sirius, voilà, avec sa projection particulière dans le ciel. Quand tu enlèves les barres de... Donc la rechauffée sur la commune de Essé, si tu enlèves les 3 barres du E, tu retrouves le I. Isis aussi. Et je prouve qu'il y a une projection des 3 pyramides et du Sphinx sur la France. Et donc j'explique quel lieu emblématique en France représente chaque pyramide et le Sphinx. Et c'est une projection avec un coefficient, donc ça marche. Ouais. C'est mathématique, c'est arithmétique. Et c'est l'avantage, c'est qu'on s'appuie sur des nombres, sur des constats. C'est pas, bien sûr, on va trouver nos liens, nous chacun dans nos référentiels, mais c'est là. Oui. Y compris dans la primosophie, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais on peut faire des liens avec n'importe quel nombre, enfin des mots qui vont avoir le même nombre, effectivement, mais il n'empêche que ceux que je viens de dire, ça marche à la perfection. Ils sont là et ça vient nous parler, même si c'est pas une vérité absolue quelque part, c'est là. Et moi ça vient me parler énormément parce que ça fait la cohérence de tout l'ensemble. C'est ça. Donc à partir de là je me dis bon ben ok, moi je suis cherche sur la bonne voie. Je cherche dans cette voie là parce que ça me parle. Après je comprends que d'autres ça va pas leur parler, mais voilà. Donc pour moi c'est vraiment un tout, le langage, ces implantations, ces lignes qui se dessinent, ces étoiles qui forment une géométrie incroyable. C'est vraiment, qui dit parler de cohérence. Voilà, on retrouve tout ça. Je viens de le dire, je voulais le dire, mais je vais le dire un peu d'une autre manière. On n'est pas là pour amener une vérité, on est là pour amener une autre lecture, sincère, elle est peut-être fausse, peu importe, mais elle est sincère. On est vraiment dans la sincérité tous les deux, on n'a pas envie de galvauder pour arriver à faire passer des choses, on a passé l'âge. Donc prenez pas tout ce qu'on présente sur internet, sur ta chaîne ou dans nos conférences comme des vérités. Absolument. On est, je crois, des agriculteurs, on amène des ingrédients et on laisse les gens après cuisiner avec tout ce qu'on apporte, avec le conventionnel, ce qu'on apporte qui est un peu différent. Mais Mathieu comme moi, on est dans la rationalité parce que tout se vérifie par des chiffres de la mathématique et de l'arithmétique. Qui sont difficilement démontables. Voilà. Et on donne une autre dimension à l'arithmétique, à la géométrie, comme l'a donné Fibonacci avec la suite de Fibonacci. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est ouvert, contrairement aujourd'hui, on veut nous empêcher de réfléchir. Oui, tout de suite, c'est le mot étiquette. Pourquoi ils ont peur de nous pour éviter le débat. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, c'est au mot étiquette, donc tu te tais. À partir du moment où tu sors des rails. Voilà. Donc nous, on n'est pas là pour les contrer, on est là pour avoir une autre lecture. Et ce qui serait génial, c'est qu'on puisse tous ensemble échanger conventionnel, alternatif, parce que nous, on a à apprendre d'eux et eux, ils ont à apprendre de nous aussi. Et parce qu'on est plus ouvert. Pourquoi? Parce que nous, quand il n'y a pas de réponse, tout est possible. Et eux, quand il n'y a pas de réponse,
ben, c'est pas possible. Je prenais l'exemple sur ta chaîne, c'est exactement la vérité. Aujourd'hui, si on dit à un scientifique, plutôt zététicien, imaginons qu'on n'a jamais trouvé de poisson, d'être vivant dans l'eau, si on dit à un zététicien aujourd'hui, on a trouvé un être vivant dans un lac, il va nous dire c'est pas possible, il faut des poumons. Il va dire c'est à toi de prouver qu'il faut des branchies. Mais il passe à côté de choses extraordinaires, parce qu'il va se refuser de plonger dans l'eau parce que les animaux qu'on imagine n'ont pas de poumons. Et aujourd'hui, on va porter cette logique, cette philosophie en disant mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas aller voir. Et c'est là qu'on va évoluer. Ah, mais c'est parce qu'en fait il y a une peur derrière. Je vais l'illustrer encore avec mon 111. Ce 111 qui vient mettre la lumière dans notre centralité, là. Et ben, c'est le même nombre que folie. Ouais. Donc on peut être à cheval peut-être aussi avec quelque chose qui est tellement lumineux que finalement ça peut nous rendre... Il y a peut-être cette crainte au fond de nous, et c'est pour ça que souvent on y va de façon prudente, hein, parce qu'on peut basculer dans la folie. On peut basculer dans un truc qui, waouh, mais c'est tellement énorme. Tout ce qu'on trouve, c'est... Moi, des fois, je me dis, mais je suis en train de leur balancer des trucs. Moi, j'ai mis des années à l'intégrer, et là d'un coup tu leur donnes plein tout ça, là, ça fait beaucoup d'infos, ça fait peut-être trop. Ils vont peut-être partir dans la folie. Donc tu vois, c'est des moments, je l'ai pas dit depuis que j'ai créé ma chaîne, mais oui, c'est vrai, il faut toujours c'est un peu raison garder, et puis ne pas non plus partir tête bêche, et oui, comme tu le dis, on peut vite basculer dans la folie, et pour ça il faut changer. Et c'est pour ça que c'est important de rester sur des choses vraiment concrètes, voilà, qui sont là, parce que la pyramide, elle est là, elle existe. C'est pas, voilà, c'est pas des textes d'anciens, voilà, où on aura pu faire des interprétations. On ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais là c'est là. Il y a des mesures, il y a des positionnements, etc. Donc ça, on peut s'appuyer là-dessus. Et ça, déjà, ça rassure. Enfin, moi, c'était mon point de départ. Hein. Oui, tu t'es dit, bon, déjà, je pars sur des bases. Moi, quand on m'a montré, enfin, c'était Georges Vermar à l'époque qui m'avait montré cette géométrie dans les étoiles. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, là c'était le truc qui justement. Non, je veux pas bugger. Il y avait un bug là. Et puis bon, ben voilà, il faut s'y mettre. C'est un parcours, des parcours personnels qu'on fait les uns les autres, et qui nous amène petit à petit à intégrer tout ça et à le vivre après de l'intérieur. C'est ça qui est super. Et puis quand on commence à le vivre de l'intérieur, il se passe plein de choses. Bon, déjà des belles rencontres, des synchronicités à foison, des trucs où on se dit mais non, il y a zéro hasard sur la Terre, quoi. Dans la vie, c'est pas possible. Comme justement en parlant du hasard, c'est ce qui est intéressant, c'est que on nous dit il faut plus être dans la croyance, et en ce moment c'est la lutte contre la croyance. Mais ceux qui nous disent qu'il ne faut plus être dans la croyance, la finalité, c'est qu'ils sont dans la croyance parce qu'ils veulent défendre le hasard. Alors que le hasard, si on balance des morceaux de ferraille en l'air, on ne fera jamais une ferraille. On est incapable de faire des choses belles avec le hasard. Et notre caméraman, Antoine, peut nous prouver, simplement en faisant un petit tour d'horizon, que le hasard ici, bah, si c'est le hasard qui a fait des choses aussi belles, comme ces arbres, ces oiseaux qui chantent, ces fleurs, moi je ne comprends plus rien. Moi, je ne veux pas croire au hasard. Et tous les gens veulent, en finalité, qu'on croit au hasard. Donc, aujourd'hui, on veut nous pousser à une croyance qui est le hasard. Et ben, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je pense qu'avec une autre lecture, on va essayer d'être rationnel en expliquant que le hasard n'a pas sa place sur Terre. Après, ça peut être un petit peu... ça peut dépasser certains cerveaux, mais nous, on a refusé cette croyance au hasard. Et tu fais bien de le rappeler, parce que en fait, c'est comme si on avait oublié justement tout ce merveilleux qui est là autour de nous. Même la vie en elle-même, c'est merveilleux, des petites pâquerettes, voilà, dans l'herbe. On a oublié de ce regard-là, petit à petit, plonger dans notre technologie, etc., dans notre matérialité. Beaucoup se sont coupés de tout ça. Moi j'étais animateur nature au départ, donc mon rôle c'était de remettre les enfants à quatre pattes dans l'herbe avec une loupe et on voit l'émerveillement sans rien leur dire, et ils vont s'émerveiller d'eux-mêmes. Ah, t'as vu la petite fourmi, le petit trou, le machin, le truc. Voilà.
Et ça, on a perdu un peu ça. Oui, malheureusement. Et c'est comme si il fallait repasser par des trucs un peu extraordinaires, des géométries incroyables, pour se rappeler l'essentiel. Que finalement, c'est là. Et si c'est là, c'est aussi en nous. Et parce que souvent, moi tu fais des conférences comme ça, tu montres des trucs incroyables, et puis les gens ils sont là, ouais c'est bien beau tout ça, mais et alors Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ouais, ben le alors, moi la réponse c'est toujours, c'est à toi de faire ce travail, de ressentir toute cette merveille qui est en nous, quoi. Parce que quand on y réfléchit, le corps humain c'est complètement dingue. Une merveille. Voilà. C'est une merveille technologique. Oui. Ouais. Alors, je suis très content d'avoir eu cette petite conversation avec tous les deux. En cohérence. En cohérence. J'aime bien ce mot-là. On est en cohérence parce que on est aptes tous les deux à défendre nos idées. Peut-être pas forcément, ça peut de moins en moins. Mais voilà, après on n'arrive pas à être mis en difficulté parce que on est sincère avec ce qu'on fait. Et on a envie aussi d'amener du rêve, parce que le rêve, ça mène du sens à la vie. Donc si on se plante et qu'on a été heureux à faire des recherches, pourquoi il y a des gens qui veulent nous empêcher d'être heureux? C'est dingue. Voilà. Il y a plein de gens qui croient à Dieu, si Dieu n'existe pas, mais que pendant 60 ou 70 ans, ils ont cru à Dieu et qu'ils sont enfermés dans un monastère et que ça leur a apporté du bonheur. C'est génial. Donc moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'on empêche les gens de croire, alors qu'aujourd'hui, il y a plus urgent que ça. Et c'est souvent la croyance qui amène du bonheur aux gens. Chacun ses croyances, on est chacun différent. Celui qui a envie de croire à la mathématique, c'est bien, peu importe. Inévitablement, on est dans un champ de croyance. Voilà. On peut pas y échapper. Tout le monde croit, on ne peut rien démontrer aujourd'hui. Après, c'est juste le degré d'ouverture qu'on a par rapport à l'autre. On laisse les gens croire à ce qu'ils ont envie et qu'on débatte, qu'on n'impose pas nos croyances. Mais voilà, si un gars il croit à la terre plate, je pense que c'est plus urgent aujourd'hui d'apprendre à vos enfants à écrire et à lire, parce qu'il y a une faute dans chaque mot. J'ai vu des bunkers, quand ils écrivent, il y a une faute dans chaque mot, et ils m'expliquent qu'il faut ne pas croire que la terre est plate, c'est pas du tout un truc. Mais ils vont se battre pour des trucs complètement débiles, alors qu'ils ne savent même pas écrire. C'est un peu ce qu'expliquait Françoise Bonnardelli hier. Il y a une perdition dans la langue française, qui est dommageable, puisqu'on se rend compte que la langue française porte aussi ce message. Elle a ce message-là. Elle a ce message. Ah oui, pour moi c'est une évidence. Mais... Alors qui a créé les mots français? Voilà. Et même aussi la forme des lettres. La forme des lettres. Je suis en lien avec une personne là, qui a travaillé sur toute la symbolique des lettres, de nos lettres, pas les lettres hébraïques. Donc les lettres latines, l'alphabet latin, quoi. Mais sur notre alphabet aussi, on peut faire tout un décryptage sur la forme. Parce que la forme, c'est aussi de la forme des lettres, c'est une géométrie quelque part. On commence par le A, moi c'est un beau compas qui va nous tracer ce cercle. Et donc quand on met tout ça bout à bout, on se dit que le langage il est vraiment porteur. C'est pas venu par hasard. Et il n'a pas évolué non plus par hasard. Parce que par exemple dans l'exemple de la Primosophie, c'est avec le langage français moderne. C'est pas du vieux français. Et donc c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. De la même façon que Google Earth, c'est récent. On peut avoir tous le même outil commun, donc être à peu près raccord sur ce qu'on raconte, parce que tout le monde peut aller vérifier. Et à ce moment-là, on se dit que oui, la révélation... C'est peut-être que maintenant, on est apte à pouvoir lire tous ces messages. Macron l'a dit, la bête est arrivée. Oui, en plus, donc, la bête de l'événement arrive. Et alors, le nombre de la bête, comme le disait CJ tout à l'heure, c'est le 666. Il va avec la sagesse et l'intelligence quand on lit le texte en entier. Oui, c'est un nombre d'hommes. Et en primosophie, le 666, il nous donne une clé fondamentale. Pour moi, c'est au plus profond de soi. Donc c'est bien au fond de soi qu'il va falloir aller trouver la clé. Dans notre dualité, là, c'est là qu'il va falloir mettre les 3 1 au centre. Au plus profond de soi, dans les entrailles de la terre. Et c'est aussi changer son regard. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de voir les choses, peut-être d'inverser les choses. Et le 666 devient à ce moment-là 999, qui nous dit l'amour et l'unité retrouvées. Et on rajoute 1 pour avoir 1000. Et on a le 1, voilà, l'unité pour retomber dans le 1000.
Très intéressant, hein, et ouais, comme vous le dites, peut-être que c'est aujourd'hui, hein, l'apocalypse arrive, la bête, l'événement arrive, et en plus j'ai l'impression que la France est au cœur de tout ça. Sans vouloir être chauvin. C'est l'Hexagone. C'est l'Hexagone. Fruit d'une histoire, d'une géologie, d'une géographie. Qui s'est mis en place, sur des avec siècles, le temps. Et pour arriver aujourd'hui à tout ça. Et c'est peut-être pas un hasard non plus. Et en plus, ils se sont donné, enfin oui, s'il y a eu autant de mal pour nous inclure ce message, et dans les monuments, et dans leur position, et dans la langue, et dans la religion, ce message il est très très important. Et du coup, il faut avoir respect pour tous ceux qui ont fait que la France est comme ça aujourd'hui, y compris dans le pire, comme dans le meilleur, parce que c'est le fruit de tout ça qui a amené ça aujourd'hui. Vous croyez à la réincarnation tous les deux? Moi je crois à tout. Moi, tout ce qui n'est pas démontrable, bien sûr. Si ça se trouve, c'est nous, hein, dans le passé, qui avons mis tout ça en place, sur plusieurs incarnations. À moins qu'on vienne du futur. Peut-être aussi. On en parlera plus. Là, on va partir dans une question d'espace-temps qui va être trop. Là, c'est un autre sujet. Merci à tous les deux. Moi, j'ai hâte de voir vos conférences cet après-midi. Voilà. Tout à l'heure. Et puis, merci à Antoine d'avoir fait l'ingénieur. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde.